RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas Legrand. Alors tous les magasins de la province sud qui vendent de l'alcool doivent aujourd'hui être équipés pour répondre à la réglementation des bottle shops et vous en parlez avec votre invité, le secrétaire général de la province sud. Oui, Nicolas Pagné est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-François Bodin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur la mise en place de ces bottle shops dont on rappelle que l'entrée en vigueur s'est faite début août mais qu'il y a une prolongation pour permettre aux magasins de s'équiper. Est-ce qu'on peut déjà rappeler le principe de ces bottle shops ? Effectivement, le principe il a été posé par la province sud le 7 mai 2020. C'était de faire en sorte que l'alcool, qui n'est pas un produit comme les autres, soit vendu dans un espace dédié. Il y avait des mesures qui avaient été prises et qui pénalisaient tout le monde, puisque à l'époque, je vous le rappelle, il y avait été décidé une interdiction de vendre de l'alcool le mercredi après-midi, le samedi après-midi, mais qui n'avait pas provoqué de résultat, si ce n'est une explosion du marché noir. Donc on a voulu changer de logique et dire que l'alcool, elle peut être vendue dans des commerces, mais dans des commerces dédiés, par des gens qui ont la capacité de vendre l'alcool, qui est un produit spécifique. Et donc, on a voulu faire en sorte que ces espaces ils puissent être mis en place progressivement. Donc, il y avait un délai d'un peu plus d'un an qui avait été laissé. Et les commerces avaient jusqu'au 1er août pour mettre en place ces espaces de vente dédiés. Alors, ces espaces de vente dédiés, ils sont destinés à quoi précisément ? Est-ce que les gens consomment moins d'alcool, en achètent moins ou dans des conditions différentes ? Alors, l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que l'alcool, qui est un produit qui peut être vendu, il n'y a pas de souci par rapport à ça, le soit dans de bonnes conditions. Et donc, ce qu'on voulait éviter, c'est effectivement des phénomènes d'accumulation qu'on connaissait juste avant leur limite de fermeture, ou alors qu'on ait de la consommation massive d'alcool par des mineurs qui venaient, même s'ils n'avaient pas le droit de le faire, venir acheter de l'alcool. Donc on a voulu changer cette logique-là avec effectivement un espace de vente dédié, des formations, la présentation de la carte d'identité, et donc c'est de faire en sorte que l'alcool puisse être acheté par ceux qui le consomment de manière tout à fait normale, mais en ayant un regard particulier sur ceux qui pourraient soit avoir un mauvais usage de cet alcool, soit n'ont pas le droit de l'acheter, comme par exemple les mineurs. Alors ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas mineur, qui serait majeur, mais qui achète de grosses quantités d'alcool, il pourrait avoir une remarque du vendeur, on pourrait lui dire ça c'est pas excellent. Alors effectivement, la sensibilisation, elle passe par là, mais on sait que c'était une première étape dans l'esprit du travail que l'on a fait, parce que il y a une problématique majeure liée à la mauvaise consommation d'alcool par certains en Calédonie. On sait que dans 8 faits de délinquance sur 10, l'alcool est présent, soit pour aller consommer de l'alcool en chercher, soit parce qu'on a consommé de l'alcool quand on a commis ce délit. Donc il faut vraiment qu'on arrive à changer cet état d'esprit. Et pour arriver à l'exemple que vous preniez, pour pouvoir demain peut-être faire un travail plus fort sur cet aspect de surconsommation, il fallait qu'on ait un cadre et il fallait qu'on mesure la façon dont l'alcool est vendu. C'est bien l'objet de ces bottle shops qui ont été mis en place le 1er août et sur lequel on avait 45 commerces qui avaient demandé une dérogation pour le 1er novembre. Et donc, comme vous l'avez dit, effectivement, maintenant, tous les commerces doivent être équipés de cet espace de vente dédié. Donc, le cadre est posé, on a bien compris avec ces bottle shops, mais leur utilisation et leur principe pourraient évoluer, pourraient même se durcir, pourquoi pas dans le temps, éventuellement. Oui, c'est le travail qu'on fait. On a voulu travailler avec l'État par étapes, puisqu'on avait effectivement réfléchi à proposer un volume d'alcool maximal que l'on peut acheter. On avait aussi peut-être prévu d'avoir un fichier de personnes à l'image de ce qui se fait dans les casinos qui ne pourraient pas acheter d'alcool. C'est des mesures qui restreignent les libertés, donc elles doivent être prises dans un cadre précis. Et l'État nous avait dit on a besoin d'avoir d'abord un travail préalable. Et c'est ce qu'on a fait sur les bottle shops. Donc on a cette première étape qui est mise en place et on va pouvoir continuer à travailler avec l'État effectivement sur des mesures qui sont faites pour ne pas pénaliser ceux qui sont des consommateurs avertis et qui consomment l'alcool de manière normale, et vraiment pour se focaliser sur ceux qui ont un mauvais usage de l'alcool. On va revenir évidemment sur la mise en place de ces bottle shops, Nicolas Pagné, mais peut-être faut-il rappeler, en tout cas c'est ce qui avait été décidé, que la mise en place de ces espaces de vente dédiés s'inscrit dans un plan plus large aussi de lutte contre la délinquance en province sud, avec notamment l'identification des mineurs, etc. Effectivement, quand on fait ce constat-là, c'est pas seulement sur la vente d'alcool qu'il fallait agir. Dans le cadre du plan provincial de prévention de la délinquance, on a identifié d'autres leviers. Il y a effectivement un travail sur l'errance des mineurs qui a été mis en œuvre et qui s'est généralisé sur le premier semestre de l'année 2021, sur lequel on va pouvoir faire un premier bilan ce vendredi, puisque le Conseil provincial de prévention de la délinquance sera réuni par le haut-commissaire, la présidente de la province et le procureur de la République. Il y a d'autres mesures aussi qui ont été annoncées très récemment, notamment la mise en place sur Bourail, à Néméara, d'un foyer de rupture pour des séjours pour des mineurs qui sont placés par l'autorité judiciaire et qui ont besoin de retrouver des repères et du cadre. Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de mesures qui s'inscrit dans la durée, parce que on a un problème de fond par rapport à ça. S'il y avait une mesure coup de
points en une seule fois qui étaient mis en place, bien sûr, on l'aurait mis en place. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on travaille en ayant posé un cadre qui soit connu parce qu'il a nécessité de fortes adaptations et puis au fur et à mesure de dérouler des actions qui se mettent en place et on sait notamment que la problématique qui avait été posée la plus importante c'est l'alcool et c'est les mineurs et donc ce sont deux sujets sur lesquels la province a essayé d'être le plus proactive possible. Alors revenons sur la mise en place de ces bottle shops décidée, vous l'avez dit, en mai 2020, il y a eu un délai de mise en place. Combien de magasins étaient concernés en province sud? Combien ont pu s'équiper et respecter les choses dans les temps, c'est-à-dire être prêts au 1er août, et qu'est-ce qui s'est passé entre août et aujourd'hui? Alors on a pas loin de 250 magasins qui étaient concernés en province sud. Il y en a 45 qui avaient demandé une dérogation. Il y en a 3 commerces qui ont décidé d'arrêter de vendre de l'alcool, principalement sur les 250. Sur les 250. Et on en a 2 qui, à quelques heures près, attendent de réceptionner des commandes. Donc on les suit avec eux. Donc on a effectivement l'ensemble des commerces, moins les 3 qui ont arrêté de vendre de l'alcool, qui sont passés à des espaces de vente dédiés. Ça a généré des contraintes financières parce qu'il a fallu s'équiper, ça peut générer des contraintes de personnel parce qu'il faudra peut-être 2 personnes. Est-ce que tout ça a été pris en compte et accompagné par la province? Bien sûr, on avait mis en place un dispositif d'accompagnement pour les commerces, les plus petits commerces, moins de 350 mètres carrés sur Grand Nouméa et moins de 500 mètres carrés en brousse. On a déjà 4 dossiers d'aide qui ont été finalisés. On en a une vingtaine encore en instruction. Donc ça, c'est le volet d'accompagnement sur l'aménagement. Après, sur l'aspect d'organisation de ces commerces, ça a été une contrainte et tout le monde le reconnaît. On a fait un questionnaire sur ce point-là. Mais c'est une contrainte qui a permis de grandes améliorations dans la tenue de la vente d'alcool. On a des commerçants qui ont fait des aménagements auxquels ils n'avaient pas forcément pensé avant. On en a d'autres qui ont effectivement renforcé la sécurité sur le point de vente dédié d'alcool. Et globalement, on a un retour très positif des gens qui constatent que la vente d'alcool se fait dans de nettes meilleures conditions. Et en parallèle, le marché noir que l'on avait constaté a fortement diminué. Donc c'est une mesure qui, dans ses premiers aspects, est porteuse d'espoir et sur laquelle il faut qu'on continue à avancer. Alors justement, vous ferez des évaluations, des aménagements éventuels? Bien sûr, l'objectif de cette mesure, ça a été déjà de réfléchir à quelle est la solution qui peut être la plus pertinente. On a regardé ce qui se fait en métropole, mais on a regardé aussi ce qui se fait dans notre environnement régional. Et c'est vrai que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont une politique très agressive sur la vente d'alcool. Et ça nous a semblé être des pistes intéressantes qu'on a commencé à mettre en place. Il y a aussi un volet très important dont on s'est inspiré de ces pays-là, c'est la formation. On a posé l'obligation d'une formation pour toutes les personnes qui sont au contact de la vente d'alcool. Sur les personnes qui étaient déjà en poste, on en a 717 qui sont déjà formées. Formées à quoi? Alors, elles sont formées à la façon dont on vend un produit spécifique qui est l'alcool. C'est la connaissance de la réglementation. Et puis, 2, on a travaillé avec les organismes de formation. Il y en a 12 aujourd'hui qui peuvent délivrer la formation. On a travaillé avec la CCI pour faire en sorte de voir quels étaient les problèmes qui pouvaient être rencontrés par la vente d'alcool et quelles solutions, quelles réponses on pouvait apporter. Donc on a une formation qui est assez courte, qui peut se faire en distanciel, mais sur lesquelles on a essayé de donner un maximum d'éléments pour faciliter la démarche de vente d'alcool, parce qu'on sait que quand il y a des problèmes avec un client qui a trop bu d'alcool mais qui vient acheter de l'alcool, c'est bien le commerçant qui est en première ligne et c'est bien à lui à qui on devait donner des clés pour faciliter la gestion de telles situations. Donc on a 193 sessions de formation qui ont été mises en place, en plus des gens qui étaient déjà en poste, et 717. Au total, on aura formé 1554 personnes à ce jour et on va continuer à le former. L'objectif de ce dispositif, c'est vraiment de faire en sorte que l'acte d'achat soit bien un acte spécifique et que les acheteurs soient les bonnes personnes qui peuvent acheter de l'alcool dans de bonnes conditions. Globalement, vous avez senti les commerçants contraints évidemment par cette mesure ou au contraire très participatifs à sa mise en œuvre, ou les deux? Alors, c'est effectivement une contrainte et on l'a toujours reconnu. Et quand on a travaillé à la mise en place de dispositifs avec un certain nombre de représentants des commerçants, on a bien posé ce point-là comme étant une contrainte. Après, cette première étape, ça a aussi été vu pour certains comme une opportunité de changer de pratique, de faire autrement. Et globalement, les gens ont joué le jeu. Il y avait des inquiétudes sur des commerçants qui pourraient pas s'adapter. On voit que le nombre de gens qui ont arrêté de vendre de l'alcool reste quand même limité. Donc, il y a eu cette capacité, ce travail qui a été fait avec les services de la province pour trouver les bonnes solutions dans les aménagements et dans la stratégie qui est mise en place pour vendre de l'alcool. Donc globalement, c'est plutôt un résultat qui est positif, même si, on le redit, on est bien conscient de cette contrainte, mais c'est une contrainte qui nous paraissait plus adaptée
que d'interdire de vendre de l'alcool simplement le mercredi ou le samedi après-midi. Alors, ce sera ma dernière question, Nicolas Pagné. On sait que quand il y a des interdictions de vente d'alcool prononcées, notamment pour les week-ends, il y a tout un débat et les gens sont un peu perdus entre ceux dont le métier n'est que de vendre de l'alcool et ceux dont le métier est une grande surface et vendre aussi de l'alcool. Est-ce qu'il va y avoir une harmonisation des interdictions sur les ventes à emporter ou pas ? C'est quelque chose que l'on souhaite. Effectivement, la mise en place d'un espace de vente dédié, c'est pour faire en sorte que l'on ait un espace à dominante de vente de cet alcool. Donc la logique veut à l'avenir que quand il y a de telles interdictions qui sont prononcées par exemple par l'État, on traite les bottle shops comme les cavistes et différemment d'autres provinces où effectivement la vente reste possible dans les commerces alimentaires au même titre que les autres produits. Donc c'est presque des cavistes qui ont été créés à l'intérieur de certains magasins, quasiment. Hein. Oui, c'est cette volonté, c'est vraiment d'avoir des gens qui ont une sensibilité et un professionnalisme particulier pour vendre un produit qui est spécifique, qui est l'alcool. Nicolas Pagné, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Une interview que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site internet le 3